En 1900, 4 km de remparts bordés de fossés inondés pour la plupart défendent la ville. Gardés par des militaires, 3 portes principales assurent la sécurité du corps de place. Une 4e plus récente permet l'accès au chemin de fer. Une étroite issue du bastion Richelieu rejoint le chemin noir qui serpente entre les fortifications. Dans les faubourgs, d'autres portes avancées s'érigent en première barrière. Depuis Antoine Deville, 1596-1640, précurseur de Vauban, qui initia les premières fortifications sérieuses de la ville, les militaires en sont propriétaires. Ces ouvrages sont alors numérotés et consignés par l'armée. Lors des dernières améliorations exécutées entre 1830 et 1860, ces numéros seront maintenus. Quelques années avant 1900, quand on arrivait à Péronne par le sud, c'était par un pont-levis que l'on franchissait le canal à la Chapelette. Nous entrions alors dans la couronne de Paris, et c'est au sein de cet ouvrage de défense avancée que se nichait le port de commerce. Sur la photographie, une péniche y est amarrée. On y voit aussi 2 piliers, délimitant l'entrée du faubourg de Paris. Peu pratique et devenu caduc, le pont en bois sera bientôt remplacé par un autre en fer, bien plus large. Lors des travaux, le cours du canal sera décalé de quelques mètres vers le sud. La couronne de Paris, devenue inutile, est abandonnée. Le port de commerce, maintenant envasé, est déplacé le long d'une rive du canal, et l'entrée du faubourg de Paris, élargie, vers son pilier de droite. Délaissés par les militaires, les fossés de la couronne de Paris servent de déversoir au canal. Les promenades y sont dorénavant permises. L'hiver, quand il gèle, c'est le rendez-vous des patineurs. En s'aidant de l'extrait de la carte provenant de l'ouvrage d'Achille Carabi, Histoire du bombardement de Péronne 1870-1871, nous découvrons le parcours menant de la couronne de Paris à la porte de Paris, en traversant le faubourg du même nom, ou vieux Sobot-Écluse. La couronne de Paris, le pont-levis du canal, le pont du port de commerce, les piles d'entrée du faubourg de Paris, le pont Saint-Pierre, le pont-levis de la porte de Paris, la porte de Paris, les grands moulins. Les ouvrages de défense à la porte de Paris, qui est répertorié 35, sécurisent l'entrée sud de la ville, tout en permettant à la Somme d'alimenter les roues à hobbe des grands moulins. Un pont-levis devant la porte complète le dispositif de sécurisation. La porte franchie, nous découvrons les grands moulins. Sur le pont Sainte-Barbe, devant l'édifice, des militaires sont au garde à vous avant un hommage au marin Delpa, dont la tombe creusée en 1870 dans un talus des remparts est toute proche. Du pont Sainte-Barbe, nous découvrons l'intérieur de la porte de Paris. À gauche des grands moulins, l'ouvrage à cornes numéro 34 sécurise l'entrée sud de la ville. À droite, c'est un autre ouvrage à cornes, le numéro 48 qui assure le même rôle.
Partant de la porte de Paris, la muraille du sud-est offre une vue magnifique sur les étangs vers Flamicourt. En face du collège, nous découvrons la tour du Coutre. Aspect de Péronne vu du sud-est, et de ses fortifications qui défendent la ville jusqu'à la porte de Flamicourt. Quel est le nom de cette tour carrée que l'on croit entrevoir? Est-ce une discontinuité dans la linéarité de la muraille? Contrairement à son aspect général, le rempart du sud-est n'est pas une ligne droite, mais une succession de coins et recoins. Deux tours, Caumont et du Coutre, sont bien attestés par les historiens. D'autres balcons, promontoires, terre-pleins, ou peut-être tours, sont alors des points d'interrogation. Ce qui est sûr, deux moulins à vent sont représentés sur des plans anciens, au débouché de la rue du Sac et au bastion royal. Cet extrait de plan d'Achille Carabi nous situe, hors du sud-est, d'autres tours reconnues: Maillard, Sainte-Claire, Paillarde. Avec l'arrivée du chemin de fer, la porte de Flamicourt, à l'extrémité sud de la rue Béranger, a été percée dans la muraille en 1876 pour permettre l'accès à la toute nouvelle gare de Péronne-Flamicourt. Porte tardive, la porte de Flamicourt n'a été installée que pour desservir cette nouvelle gare. En 1870, date de cette carte, bien sûr, elle n'y figure pas. La rue Béranger est encore appelée sur ce plan rue des Cordeliers. On peut aussi remarquer que l'espace marécageux en face de la future porte était alors important. L'accès au village de Flamicourt ne pouvait se faire qu'en barque. L'ouvrage est muni d'un large pont-levis. À proximité, on y trouve la caserne, l'école des garçons, l'hôpital-hospice, la gendarmerie et l'hôtel des voyageurs. Cette porte a parfois été désignée Béranger, car située à l'extrémité de la rue du même nom. Quand on vient de la gare, on pénètre en ville par la porte de Flamicourt. Le premier bâtiment que l'on aperçoit sur la gauche, derrière la muraille, est la gendarmerie. Majestueuse et toujours visible, le bastion royal numéroté 53 protège le sud de la porte de Bretagne. Sa muraille défensive est ornée d'un angle de bastion très décoratif. Peut-être que cette corniche était prévue pour recevoir une choguette. La ville est entourée de 4 km de remparts. Ici se dresse la tour d'artillerie, numéro 12, au bastion de Vendôme, numéro 11, au nord de la porte de Bretagne. Au bastion de Vendôme, nord-est, au bastion royal, sud-est, et tout le long des remparts, les canons pointent leur bouche à feu et sont prêts à tirer sur l'ennemi. Les canevas de tir sont prêts, on n'est jamais trop prudent. Les poudrières du bastion Richelieu, de la caserne et celles près de Port-le-Roi sont bien garnies du précieux explosif. Ici, au bastion royal, 2 canons de 24 livres en position de siège et sur affût de place surplombent la muraille. Cet extrait de carte d'Achille Carabi nous situe les ouvrages militaires encadrant la porte de Bretagne. Nous pouvons y voir le bastion royal, toujours présent,
la demi-lune de Chaulnes, également visible. Au nord, le bastion de Vendôme, disparu, protégeant une tour d'artillerie bâtie à l'emplacement de l'ancienne tour Alexandre. Et tout au nord, la demi-lune d'Auquincourt, composée de levées de terre, également disparue. La porte de Bretagne, numéro 1, passage obligé de la route des Flandres jusqu'au début du siècle dernier, remplaçant l'ancienne porte Saint-Sauveur, a été érigée vers 1610. Par cette porte, après un détour imposé par les fortifications, nous pénétrerons au faubourg de Bretagne. C'est le quartier le plus proche de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin que fonda notre illustre saint patron, saint Furcy. C'était aussi dans ce quartier que s'étaient installés les Britanniques, ou plutôt les Brittoniques, ou Britons, à la suite de saint Furcy, venant d'Irlande, d'où les noms Faubourg et Porte de Bretagne. Cet étroit passage est l'un des lieux de la ville où les embarras de circulation sont importants. Que de jurons et vociférations, quand charretiers et bouviers, manœuvrant leur équipage, se croisent dans un si petit endroit. L'extérieur de la porte de Bretagne. Le bâtiment est construit sur 2 pavillons carrés, 2 tours coiffées de hautes toits en ardoise de style Louis XIII, abritant un passage couvert, et le mécanisme manœuvrant le pont-levis, franchissant une résurgence de la rivière du Glavion. Le système de fortifications à la porte de Bretagne verrouille l'entrée est de la ville. Pour le franchir, il faut passer à travers diverses chicanes et traverser 2 ponts. Un poste de garde couvert, numéroté 2, en contrôle l'entrée. Pour quitter la ville par la porte de Bretagne, on doit contourner la demi-lune de Chaulnes, numéro 3, en face du moulin de Belzèze. C'est en passant sous cette poterne, bien visible sur cet agrandissement, que l'on entre au faubourg de Bretagne. On retrouvera alors la route des Flandres, après avoir franchi la porte, puis le pont du faubourg de Bretagne, à la sortie de l'ancienne demi-lune Colbert. Suivons le chemin emprunté par un lourd chariot tiré par des bœufs pour se rendre sur la route de Cambrai. Imaginons la difficulté, quand 2 convois identiques se croisent sous la porte de Bretagne. Le pont-levis de la porte de Bretagne, le passage couvert et le poste de garde. Le 2e pont, le contournement de la demi-lune de Chaulnes en face du moulin de Belzèze. La poterne d'entrée du faubourg de Bretagne, la traversée du cœur du faubourg. La porte du faubourg de Bretagne et son poste de garde, les routes d'Arras, Cambrai et Saint-Quentin, que l'on atteindra après avoir franchi le pont de la demi-lune Colbert. La porte du faubourg de Bretagne, numéro 6, située à quelques mètres du café du Tonquin, sécurise l'entrée est du faubourg. Talus et murailles, complète le dispositif. Le poste de garde offre un abri aux soldats chargés de la surveillance. Cette vue nous présente les fortifications avancées du faubourg de Bretagne. Les cartes anciennes nomment ces lieux Demi-lune Colbert, ouvrage numéro 9. Nous sommes à l'extrémité est de la ville. Fossés humides et inondables entourent les remparts.
Un dernier pont nous sépare de la campagne. Ce dernier ouvrage d'art militaire nous mène vers les routes d'Arras, de Cambrai, Saint-Quentin et Ham. Vue intérieure de la Porte Neuve en venant de la rue du Pan. La Porte Neuve a été percée vers 1850 lors des derniers renforcements des remparts, à la même époque que la construction de la Porte Saint-Nicolas. Celle-ci permet un accès direct au bastion Richelieu, ouvrage numéro 15, qui accueille la nouvelle poudrière. On ferme alors la porte du Nord, débouchant de la rue du même nom. Cette porte fermée avait pour nom Dauphine à sa création, en l'honneur de la naissance cette année-là du fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Vue extérieure de la Porte Neuve débouchant de la rue du Pan. Cette poterne va donner accès au cimetière, déplacé hors des murs de la ville après 1792. Le nouveau cimetière se trouve alors au-delà des glacis du bastion Richelieu, sur le côté du chemin Noir, dans les jardins de l'actuelle sous-préfecture. Il sera depuis de nouveau déplacé où il se trouve toujours. En venant de la rue du Pan, la Porte Neuve permet de sortir de la ville en traversant le bastion Richelieu, où est située l'une des poudrières de la caserne. Serpentant à travers le dédale des fortifications du bastion Richelieu, franchissant un petit pont, le chemin Noir très étroit vous mène au nouveau cimetière, au bois du Quinconce, à la route d'Ancre ou au mont Saint-Quentin. Avec l'élévation toute relative du niveau de vie et l'aménagement du Quinconce en promenade et aire de jeu, cette porte étroite est de plus en plus empruntée. Promeneurs et convois mortuaires s'y croisent dans la joie et la douleur. Les longs murs du fond délimitent le bastion Richelieu. En avant-plan, le chemin Noir franchit le petit pont. En saupoudrant son blanc manteau sur le chemin Noir, Dame Nature, dans sa poésie hivernale, ne respecte pas le sombre chemin. Mais qu'il est beau le chemin Noir sous la neige. Pourquoi ce nom de chemin Noir? Est-ce la couleur des cendres de charbon qu'on y déposait, l'ombre des grands arbres qui le bordaient, la sinuosité de son parcours ou son étroitesse par endroits? Un peu de tout peut-être, mais aussi ce sentiment ombrageux d'insécurité, sans doute non justifié quand on le parcourait. Et puis ce nom de chemin Noir, ne viendrait-il pas tout simplement du fait qu'il mène au cimetière? Avant le percement de la Porte Neuve, pour rejoindre le cimetière et les bois du Quinconce, on quittait la ville par la porte du Nord, appelée Dauphine avant la Révolution. Mal protégée et difficilement défendable, elle fut murée vers 1850. Fermée depuis le siège de 1536, la porte Saint-Nicolas a été rouverte par le génie militaire en 1851. Celui-ci en a fait un passage complexe, composé de 2 portes couvertes, d'un pont fixe franchissant la rivière du Cam et d'un pont-levis. Cette porte adossée au château permet l'accès au Quinconce et au pays d'Ancre. Le bureau de l'octroi se situe à gauche de la porte Saint-Nicolas intérieure. L'octroi est un impôt indirect, prélevé aux portes des villes au profit des communes sur les marchandises et denrées destinées à la consommation locale. Cette grande maison, à droite de la porte Saint-Nicolas, appartient à Maître Hamel, avoué, charge disparue, remplacé par la profession d'avocat. Sur la droite de cette grande maison débouche la rue des Juifs, de l'époque.
Passages obligés, les portes sont de vastes panneaux réclames. Les annonceurs publicitaires recouvrent les lambeaux des anciennes affiches par des neuves, ajoutant de la couleur à la grisaille des tons délavés. C'est laid, mais il faut bien se faire connaître et faire marcher le commerce. Cette villageoise au cabas bien lourd sous la porte Saint-Nicolas revient du marché. Elle fera 3 kilomètres à pied pour se rendre chez elle, à Halle. Un fiacre allant à Cléry en passant par Sainte-Radegonde puis Halle fait bien le chemin, mais ses moyens modestes ne lui permettent pas une telle dépense. Accompagnons notre villageoise pour rejoindre son chemin menant à Halle. La première porte Saint-Nicolas et son pont-levis. Le passage couvert de la deuxième porte Saint-Nicolas. Le pont Saint-Nicolas enjambant la rivière du Cam. La route de Cléry et chemin de Halle. En été, ou sous la neige, le pont de la porte Saint-Nicolas franchit la rivière du Cam et vous conduit au Quinconce. Venant du Troupeau de l'eau, alimenté à l'est par les fontaines Villette et Revel, contournant les remparts du bastion de Vendôme puis celui de Richelieu, par un faible débit, le Glavion, devenu rivière du Cam, s'écoule nonchalamment entre les piles du pont Saint-Nicolas pour atteindre les glacis du château, où ses eaux se mêleront à celles de l'étang du Cam. Débouché nord de la porte Saint-Nicolas et chemin du Quinconce. Des enfants sont sur le pont. Cette vue nous présente le chemin du Quinconce, à l'entrée du terroir de Sainte-Radegonde. Ici, nous sommes au même endroit, l'hiver. Le système de fortification près du fort Carabi, la tour Hangar, le bâtardeau de Sainte-Claire, derrière la butte de terre, la tour Maillard, la tour Sainte-Claire, la tour Paillarde dans la verdure, le glacis de protection, le tunnel de communication, le bâtardeau de Sainte-Radegonde. Plan des fortifications du côté du fort Carabi. La tour Hangar, seule tour encore présente. La tour Maillard, la tour Sainte-Claire, la tour Paillarde, le pâté noyer, le bâtardeau de Sainte-Claire, le glacis de protection, le fort Carabi, le bâtardeau de Sainte-Radegonde, le tunnel de communication, le bastion de Bogard. Enfin, la poterne de l'Estanque permet aux militaires d'atteindre les ouvrages extérieurs. Au fort Carabi, le bâtardeau de Sainte-Radegonde, ouvrage numéro 29, partage et régule les eaux des marais qui participent à la défense de la ville. La dame coiffant le barrage interdit à d'éventuels assaillants de le traverser. Un coin des fortifications. Est-ce le bastion Richelieu, le bastion Royal, celui de Vendôme, ou ailleurs? Partout, l'eau est au pied des murailles. Bucolique, les glacis des fortifications servent de prairies aux moutons.
Le dimanche, les belles dames et les beaux messieurs de la belle époque, tout en se promenant, viennent admirer agneaux et brebis. L'eau et les marais sont présents tout au long des remparts. Barrages et batards d'eau régulent leur niveau. Les fossés secs partant de paix peuvent être inondés à l'arrivée de l'ennemi. La ville est comme une île ceinturée de remparts, mais tout cela, est-ce encore bien utile? En 1900 déjà, se pose la question du démantèlement, car la ville est à l'étroit dans son corset de fortifications, qui avec le progrès de l'artillerie, on l'a vu lors de la guerre 1870-1871, rend ses défenses inutiles et surtout contraignantes. Elles appartiennent à l'armée, qui bien sûr y interdit de construire. La municipalité et la population réclament de plus en plus le déclassement militaire de la ville.